retrouve aujourd'hui pour un nouveau sujet. On va parler batterie stationnaire, onduleur. C'est un projet que j'ai fait en fin d'année dernière, donc ça fait 4 mois qu'il tourne, plus de 4 mois, et il est tout à fait fonctionnel, donc il est temps que je vous en parle. Historiquement, j'avais construit un onduleur sur base d'un onduleur d'ordinateur, un onduleur APC, et puis j'y avais branché une batterie de voiture pour avoir plus d'autonomie. D'ailleurs, j'ai fait un article sur mon blog, donc je vous laisserai le lien en description, qui montre un petit peu comment fabriquer cela. La problématique, c'est qu'il faut trouver un vieil onduleur APC pour le faire. Les récents sont protégés, on ne peut plus le faire. Et cet onduleur, j'ai dû le détruire pour réutiliser la batterie, donc j'ai construit ce nouveau projet que je vais vous montrer. Je pense que ce nouveau projet va vous intéresser parce que je me suis aperçu qu'en fin d'année dernière, avec les alertes de coupure de courant qu'a donné Enedis, EDF, vous avez été nombreux à aller voir cet article. Et donc j'imagine que vous avez été nombreux à imaginer construire justement ce type de batterie pour vous protéger de ces coupures. C'est ce qu'on va faire ensemble pendant ces prochaines vidéos. Je vous invite tout de suite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Mais revenons tout d'abord à mon installation telle qu'elle était il y a à peu près 1 an. Il y a 1 an, j'avais cet onduleur qui était relié à mon tableau électrique, qui est lui-même relié au réseau EDF à travers le compteur Linky. À cela se rajoutent des panneaux solaires que j'ai fait installer il y a 2 ans, donc, qui utilisent des produits en phase. Au niveau des consommateurs dans ma maison, on va retrouver mon serveur, ma box internet, des caméras de surveillance, de l'éclairage, des prises de faible puissance, des volets électriques, une chaudière au gaz, mais comme toute chaudière au gaz, elle va nécessiter de l'électricité pour fonctionner, des prises de puissance, encore de l'éclairage, un ballon d'eau chaude thermodynamique et une voiture électrique à recharger. Comment était connecté tout ça? Bien, il y avait mon serveur, ma box internet et mes caméras de surveillance qui étaient protégées par l'onduleur et donc pouvaient continuer à fonctionner s'il y avait une panne de courant. En ce qui concerne tous les autres équipements, ils étaient tous reliés à mon tableau électrique et n'étaient donc pas protégés par l'onduleur. L'objet de ce projet, c'est de remplacer cet ancien onduleur par un nouveau système qui va être beaucoup plus puissant. Mon serveur, ma box internet et mes caméras de surveillance vont toujours se connecter à cet onduleur, mais il va y avoir également de l'éclairage, des prises de faible puissance, mes volets et ma chaudière au gaz qui fonctionne à l'électricité, qui vont être connectés à cet onduleur. Pour le reste, c'est comme avant, ça va être connecté directement au tableau électrique et non protégé par l'onduleur. Voyons un petit peu les cas d'usage maintenant de ce système. Donc le premier, le plus standard, c'est quand EDF fournit l'électricité, il n'y a pas de difficulté majeure. L'électricité rentre par le compteur Linky à travers le tableau électrique et va alimenter les appareils et l'onduleur. Quant à l'onduleur, il va retransmettre cette énergie aux différents équipements et en parallèle, si sa batterie est déchargée, va pouvoir également recharger sa batterie. L'autre cas, c'est quand il y a une panne d'électricité. Dans ce cas-là, la première chose qui va se passer, c'est que l'onduleur va se déconnecter du réseau pour protéger le réseau, mais il va continuer à alimenter les équipements en tirant de l'énergie de sa batterie. Il y a autre chose qui va se passer, c'est au niveau des panneaux solaires qui vont faire la même chose. Ils vont se déconnecter du tableau électrique pour assurer la sécurité du système. Et donc, l'énergie éventuelle qui aurait pu être produite par les panneaux ne vont plus être injectées dans le système non plus. Alors, ce fonctionnement est un fonctionnement tout à fait normal dans les systèmes en autoconsommation. Il y a moyen de faire autrement, mais j'ai décidé de rester sur ce fonctionnement-là. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Autre cas, c'est quand l'électricité est très chère.
Donc dans mon cas, c'est les heures pleines, mais ça pourrait être également un jour rouge tempo par exemple, ou d'autres cas de ce genre. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, on va pouvoir désactiver l'alimentation de l'onduleur, qui ne va plus consommer sur le réseau, mais va continuer de même à alimenter les différents équipements en tirant toujours de l'énergie de sa batterie. Et la batterie, on va pouvoir la charger plus tôt quand l'électricité sera moins chère, en heure creuse par exemple dans mon cas. On va maintenant s'intéresser aux panneaux photovoltaïques. Donc l'installation que je vous présente, c'est une installation, comme je vous le disais, en autoconsommation. Donc les panneaux sont reliés directement à votre tableau et l'énergie est directement injectée dans votre système électrique. Quand les panneaux photovoltaïques génèrent de l'électricité, eh bien, il y a une partie que vous allez consommer par les gros consommateurs, qui pourraient être l'éclairage, qui pourrait être le ballon en thermodynamique ou la recharge d'une voiture, par exemple. Il y a également une plus petite partie qui va être consommée par l'onduleur. Alors pourquoi plus petite partie? Parce qu'il y a moins d'équipements, moins consommateurs derrière. Donc forcément les consommations seront moindres. Et pour ce qui reste, donc ça peut représenter jusqu'à 40% de ce qui est généré par les panneaux, eh bien l'énergie va repartir vers le réseau EDF. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'optimiser cette autoconsommation pour gagner de l'argent. Donc la première chose qu'on va faire, eh bien, c'est d'optimiser les consommations de l'onduleur. Donc on va mettre en place des règles qui vont par exemple charger la batterie de l'onduleur uniquement quand les panneaux solaires génèrent de l'énergie. Du coup, on va moins injecter d'énergie sur le réseau et on va gagner de l'argent. Et puis comme on en est à faire des scénarios un peu intelligents, on va également commander intelligemment le ballon thermodynamique pour qu'il réchauffe l'eau quand les panneaux photovoltaïques génèrent de l'électricité également. Et ce qu'on va pouvoir faire également, c'est de lancer une recharge du véhicule quand les panneaux génèrent de l'électricité. Bon, et si on mettait les watts maintenant, au niveau du réseau, moi j'ai un abonnement 45 ampères, donc je peux tirer jusqu'à 10 kW du réseau. Au niveau de mes panneaux, j'ai à peu près 3 kW de panneaux, mais en fait, je ne peux fournir qu'au maximum 2700 watts depuis ces panneaux. C'est d'ailleurs un sujet qu'on va peut-être traiter dans une prochaine vidéo. Pourquoi cette différence? Au niveau des consommateurs, on va commencer par les plus faibles. Le serveur qui va consommer à peu près 45 watts en continu. La box internet qui va consommer environ 10 watts en continu. Les caméras de surveillance qui vont consommer environ 5 watts en continu, l'éclairage qui est là pas continu mais qui on va consommer environ 20 watts quand elles sont allumées, les prises de faible puissance qui vont plutôt être une consommation continue d'environ 100 watts, sans doute moins que ça d'ailleurs, les volets roulants qui vont consommer en crête entre 150 et 250 watts en fonction de la taille des volets roulants, et la chaudière au gaz qui va consommer jusqu'à 60 watts quand les deux circulateurs fonctionnent. Au niveau des prises de puissance, on va pouvoir consommer jusqu'à 3000 watts. Le cumul d'un four et d'un micro-ondes par exemple. L'éclairage ne représente pas grand-chose, il y a encore 50 watts d'éclairage. Le ballon thermodynamique va consommer en moyenne 750 watts. Et au niveau de la charge de la voiture, moi je charge en 32 ampères, soit 7200 watts. Au niveau de la batterie, j'ai dimensionné l'onduleur pour pouvoir fournir jusqu'à 700 watts en continu, ce qui fait également 1400 watts crête, donc 1400 watts pendant quelques minutes. Donc si on fait le cumul, vous allez vous apercevoir que l'ensemble des équipements me font consommer à peu près 200 watts sur l'onduleur, et l'onduleur est lui capable de générer 700 watts, donc j'ai pas mal de marge. Par contre, attention, il y a une petite alerte à avoir sur les volets roulants. Moi, j'ai 2 volets roulants. Si je m'amuse à les ouvrir ou à les fermer simultanément, par exemple par une commande centralisée, je vais consommer 2000 watts peut-être instantanément.
Et ces 2000 watts vont dépasser les 1400 watts crête de mon onduleur. Donc l'onduleur va se mettre en protection et tout va s'arrêter. Comment j'ai fait pour éviter ce problème-là? Eh bien, j'ai mon système domotique qui va cadencer l'ouverture et la fermeture des volets. Donc en fait, quelle que soit l'action qui va se passer, manuelle ou automatique, les volets vont s'ouvrir ou se fermer les uns après les autres. Et donc je vais avoir une consommation maximale d'environ 250 watts pour ces aspects volets roulants. Si on parle un petit peu de la capacité que je peux stocker dans la batterie, eh bien, je vais pouvoir stocker 3,6 kWh. Alors, ça va peut-être pas trop vous parler. Ça représente à peu près 9 grosses batteries de voiture. Heureusement, ça prend beaucoup moins de place que ça. Et ça me permet de tenir à peu près 19 heures en autonomie pour tous les équipements qui sont connectés. Donc, 3,6 kW divisé par 200 watts. Donc, ça fait... on n'est pas loin des 19 heures. Ça, c'est un test que j'ai pu réaliser. Mon système de batterie stationnaire va être constitué des éléments suivants. Donc tout d'abord, les modules batterie. Donc il y en a 4 pour faire une batterie de 12 volts, sur lequel on va installer un BMS, une électronique de protection de ces modules batterie. Pour gérer la puissance, j'y ai mis un Victron Multiplus qui est un appareil qui va faire chargeur et également onduleur dans un seul boîtier. On va forcément relier tous ces équipements entre eux et comme je vous disais, le Victron Multiplus va pouvoir faire onduleur, donc il va pouvoir générer du 230 volts vers le tableau électrique, mais il va également pouvoir charger les batteries depuis le tableau électrique. À côté de ça, on a besoin d'un système qui va générer les scénarios un petit peu intelligents que je vous ai montré. Donc en général, on met un Raspberry Pi, mais dans mon cas, je vais remplacer ça par un serveur que j'ai déjà, qui me sert à tout un tas de choses déjà. Et ce serveur va être lié au BMS de la batterie pour avoir toutes les informations sur la batterie, en particulier le niveau de charge. Et il va être également relié au Victron Multiplus pour recevoir tout un tas d'informations, les puissances générées, les puissances consommées, etc. Mais également pour le contrôler et lui dire dans quel mode de fonctionnement il doit se mettre. Le serveur, il va fonctionner sous Linux et sur ce Linux, on va utiliser un environnement de développement qui s'appelle Node-RED et qui va permettre de faire de la programmation graphique, ce qu'on appelle de la programmation no-code. Pas besoin d'apprendre un langage de programmation. La majorité des scénarios va consister à mettre des boîtes de fonctions et à les relier entre elles. Et ce Node-RED, il a ça de bien aussi, c'est qu'il peut faire très facilement des tableaux de bord dynamiques qui vont nous donner toutes les informations en temps réel du fonctionnement du système. À ce stade, je voulais vous indiquer quelque chose, c'est que si vous vous limitez à la partie matérielle, l'installation du matériel, eh bien vous avez déjà un système d'onduleur qui va fonctionner. Il n'y a pas besoin d'ordinateur, il n'y a pas besoin de scénario particulier. Si vous le souhaitez, vous pouvez même rajouter un petit peu de matériel électrique pour faire des fonctions basiques du style couper l'énergie vers l'onduleur quand vous avez des heures pleines et remettre l'énergie vers l'onduleur quand vous avez des heures creuses. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Donc, déjà avec la base matérielle, vous pouvez déjà faire des fonctions. Par contre, tout ce qui est scénario intelligent, particulier lié aux panneaux photovoltaïques, forcément, on ne va pas pouvoir le faire. On va parler pépette maintenant. Donc, en ce qui concerne les éléments batterie et le BMS, j'ai tout acheté d'ensemble. J'ai acheté le Victron séparément. Il a fallu aussi acheter des câbles de la batterie vers le Victron Multiplus. C'est des câbles de grosse section, donc c'est assez cher. Et puis une interface USB vers VE-Bus, donc ça va permettre de connecter le serveur au Victron Multiplus. Alors le plus cher, c'est les éléments batterie et le BMS, donc là j'ai payé ça 1050 €. Maintenant j'ai regardé un petit peu, ça a déjà largement baissé depuis 6 mois, on peut en trouver de la même qualité à moins de 900 € maintenant. Le Victron Multiplus, je l'ai acheté 534 €, les câbles 50 € et l'interface 79 €.
Donc ce qui nous fait un total de 1 713 €. Et comme vous avez bien suivi les cas d'usage, vous vous dites, eh bien, ce système va me permettre de faire gagner de l'argent, je vais pouvoir stocker de l'énergie quand elle n'est pas chère, pour pouvoir la réutiliser plus tard. Eh bien, on va regarder ça ensemble. Donc je me suis mis dans le meilleur des cas, c'est-à-dire que la batterie ne va se charger que sur les panneaux photovoltaïques. Et donc, bien, je vais éviter de consommer de l'électricité en heure pleine, effectivement. Donc chez moi, l'heure pleine, c'est 18 centimes d'euros. Et le prix de l'électricité photovoltaïque, ben, je le connais parce que moi, je le revends à EDF OA à 10 centimes. Donc ben, le gain, il est de 8 centimes hein, si je le consomme en heure pleine. Donc ma batterie fait 3,6 kW que je multiplie par 8 centimes de gain. Donc je vais gagner au mieux 28 centimes d'euros par jour. Alors ça, c'est un cas idéal, on est bien d'accord, puisque là, je pars du principe que je peux charger ma batterie tous les jours par les panneaux photovoltaïques, même en hiver, et que je décharge ma batterie tous les jours jusqu'à 0, donc j'ai plus de fonction onduleur. Bon, bah même dans ce cas-là, eh bien, il me faudra 17 ans pour amortir le système, donc grosso modo, bah, je ne vais jamais l'amortir. Donc pour répondre à cette question, non, tout ce système n'est pas rentable, ça ne va pas vous faire gagner de l'argent. Par contre, on va faire en sorte que ça ramène un petit peu d'argent, en plus de la fonction d'onduleur que va ramener le système et qui va vous éviter les coupures de courant. Le système, je l'ai architecturé autour de mon serveur, on en a déjà parlé, mais il y a d'autres façons de le faire. La première, c'est d'utiliser des modules GX de Victron, par exemple. Donc c'est également des micro-ordinateurs. Alors il existe différents modèles, des modèles sans écran, des modèles avec écran, mais c'est des systèmes qui vont pouvoir également vous permettre de programmer vos scénarios tels que je l'ai fait, peut-être même de façon encore plus simple. Par contre, c'est des produits industriels, donc ils coûtent assez cher. Ces équipements fonctionnent avec un OS qui s'appelle VenusOS. Donc c'est un OS de chez Victron, mais qui est basé également sur Linux. Et Victron a eu la bonne idée de se rapprocher de l'open source et il propose VenusOS également pour des Raspberry Pi. Donc vous pouvez faire l'équivalent d'un Venus GX avec un Raspberry Pi, donc à moindre coût, mais en prenant un peu plus de temps pour installer tout ça. Donc c'est une autre solution que d'utiliser un Raspberry Pi avec VenusOS. Maintenant les Raspberry Pi sont assez chers aujourd'hui, donc je ne sais pas ce qui est le plus rentable aujourd'hui. Et je vous ai dit que Victron s'est rapproché de l'open source, mais ils ne sont pas tout à fait open source quand même, puisqu'ils vont vous fournir tout ce qu'il faut pour installer sur un Raspberry Pi, mais les packages logiciels qu'ils fournissent ne sont pas fournis avec le source code. Donc en fait, un Raspberry Pi fonctionne sur un environnement ARM, et bien je n'ai pas le source code pour faire fonctionner sur mon serveur qui fonctionne en Intel. Donc en fait, j'ai dû redévelopper les interfaces logicielles que je mettrai, elles, en open source par contre, pour s'interfacer avec tous les équipements qu'on va voir après. À l'origine, j'étais parti pour utiliser mon système domotique, donc c'est GDOM, pour faire tous les scénarios de gestion de l'énergie. Le problème, c'est que ce système domotique, comme une majorité d'ailleurs, est plutôt prévu pour fonctionner à la minute. Donc GDOM a des facilités pour cadencer des choses à la minute. Descendre à la seconde, c'est compliqué. C'est pas pour ça que GDOM, comme les autres systèmes domotiques, ne peuvent pas répondre à des événements en quelques dixièmes de seconde. Mais les horloges internes, c'est plutôt à la minute. Et moi, je trouvais que c'était vraiment trop large. Et donc, ce que je voulais, c'était descendre à la seconde, avoir des tableaux de bord avec des valeurs qui changent à la seconde, avoir des scénarios qui déclenchent à la seconde, avoir l'ensemble du logiciel qui fonctionne à la seconde. Et c'est pour ça que j'ai choisi Node-RED, qui est vraiment un système de développement prévu pour ça, qui est capable de fonctionner à la seconde et qui est capable de faire fonctionner en parallèle tout un tas de choses sans que ça génère des goulets d'étranglement. Comment va se connecter Node-RED dans mon système? Eh bien déjà, il va lire des informations, et en particulier du compteur Linky. Il va également lire des informations de la passerelle en phase. Il va également lire des informations du BMS,
Il va se connecter également au Victron Multiplus, donc il va lire des informations et puis il va contrôler le mode de fonctionnement. Il va également se connecter à la wallbox de charge de mon véhicule électrique, donc il va lire des informations et il va y contrôler les charges. Il va envoyer des commandes de déclenchement du ballon thermodynamique. Il va générer les tableaux de bord que je vous ai présentés précédemment. Il va également lire des données EcoWatt depuis Internet pour optimiser l'ensemble des scénarios. Il va lire également la météo du jour et des jours suivants pour optimiser la charge de la batterie. Il va stocker toutes ces informations dans une base de données temporelle pour pouvoir faire des graphes et regarder ce qui s'est passé. Et enfin, il va s'interfacer avec le système domotique à travers le protocole MQTT. Vous avez compris, il y a quand même beaucoup de choses à voir. On va décomposer un petit peu le montage de ce matériel, l'installation du logiciel, la programmation du logiciel en plusieurs vidéos. Je vais essayer d'avoir des vidéos assez courtes de moins de 10 minutes. Et puis entre les deux, je vais aussi essayer de mettre ce logiciel quelque part, sur Git par exemple, pour ceux qui souhaiteraient l'utiliser. Il y aura sans doute des vidéos sur d'autres domaines en parallèle de ce sujet-là, donc ça va s'étaler forcément sur plusieurs mois. Bonne soirée, au revoir.